Alors une vidéo un petit peu différente cette fois-ci, pas de session, une vidéo un peu plus théorique, un peu dans la lignée de ce qu'a fait François déjà sur la logique. Donc là je vais me consacrer à l'aspect range et les implications un peu théoriques que ça peut avoir. Donc je vais rapidement parler des ranges pré-flop, pourquoi l'aspect polarisé ou pas est si important, mais j'ai surtout me consacrer aux notions post-flop. Par exemple, sur les ranges qui sont un peu concentrées sur certaines mains, et ça donne une bonne indication du bien fondé d'un troisième barrel ou pas. Et enfin, je vais parler des ranges et lier un peu à la théorie des jeux. Alors bon, je vais pas vous effrayer, ça reste très très basique et purement conceptuel. Il n'y a aucun calcul mathématique derrière. Mais donc des conséquences vraiment immédiates de théorie des jeux, c'est en théorie, il faut toujours bluffer le bas de son range et ne jamais folder le haut de son range. On va éclaircir un peu tout ça dans la vidéo avec pas mal d'exemples. Alors les exemples, c'est surtout tiré de mains jouées dans la session Limpers, puisque c'est des mains que j'avais bien gardées à l'esprit. C'est pas forcément les meilleurs exemples, mais bon, c'est pas non plus facile de chercher des exemples qui sont très très pertinents. Et il y a quelques autres mains, soit sur des forums, soit complètement inventées de toutes pièces. Alors je pense que bon, l'aspect pré-flop et l'aspect troisième barrel, je pense que c'est des choses vraiment très très importantes à tous les niveaux. Le dernier aspect, bon, c'est un peu plus avancé. Je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément applicable, surtout dans les limites relativement basses. Bon, mais à partir de limite de 1000 contre des régulars, je pense que c'est vraiment obligatoire d'avoir ce genre de concept à l'esprit. Donc rapidement sur l'aspect pré-flop, je voulais juste mentionner qu'il fallait bien avoir à l'esprit l'aspect polarisé du range suivant les positions. Alors les ranges les plus serrées, c'est évidemment UTG contre les blindes, encore plus au small blind, parce que le small blind a encore quelqu'un derrière qui peut agir. Et donc contre un joueur assez serré qui respecte notre range under the gun, par exemple, je pense que fourbetter paire de valet contre un 3 bet du small blind under the gun est assez horrible. Et on peut flatter évidemment en position, mais fourbetter par exemple est a priori une grosse erreur. Alors que en small blind contre big blind, on peut tout à fait fourbetter paire de 8 avec l'intention de suivre un shove. C'est vraiment, je pense que c'est plutôt une bonne ligne, sachant que paire de 8 sera très difficile à joueur de position et qu'on a besoin de pas mal fourbetter, sinon le big blind va nous suivetter énormément et il va gagner énormément de cette façon si on fold trop au small blind. Alors ces ranges, bon, c'est évidemment très important de ne pas faire d'erreurs pré-flop. Je pense qu'il y a encore beaucoup de régulars qui font pas mal d'erreurs assez basiques de ce type-là. C'est aussi important de garder à l'esprit la polarisation des ranges post-flop. C'est-à-dire que sur certains boards, on va être complètement dominé par le range de l'adversaire, suivant les positions pré-flop. Alors après post-flop, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de savoir de l'impact
du range de l'adversaire sur la pertinence d'un troisième barrel ou pas. Alors pour ça, je pense que je vais donner deux exemples. Alors il y a un exemple qui est tiré de la vidéo de Gohanune donc on était les 5 coach limpers en short and lead 5-10. Donc il a valet 7, c'est under the gun, donc c'est assez loose comme ouverture, et il est call-collé par Don Limit. Donc il fait un continuation bet sur un board quand même qui s'y prête assez bien. Je pense que c'est un continuation bet assez standard. Il fait un deuxième barrel. Alors dans ma vidéo, j'avais pas vraiment mis Goa sur un pur bluff en deuxième barrel, mais bon, je pense que c'est assez intéressant. Son idée, je pense que c'était assez valable, c'était de faire folder donc évidemment tous ses floats, pas mal de pocket pairs, et aussi pas mal de tirages type éventuellement quinte au flop, tirage de couleur, etc. Mais une fois qu'on fait ce deuxième barrel, vraiment ici c'est un board typique où le range adversaire va être énormément concentré sur top pair minimum. Il peut éventuellement faire un double float avec un draw, il peut éventuellement faire un call assez loose avec une pocket pair type paire de 7, paire de 8. Mais je pense que vraiment c'est une situation où le range est dans l'ensemble beaucoup trop fort pour envisager un troisième barrel ici, sauf si on a vraiment le read qu'il adore faire des double floats avec des draws. Alors évidemment ici on était 100 000 blindes deep, beaucoup plus deep. Je pense que ça change un peu la situation, sachant qu'il y aura plus de draws dans son range. Donc on peut éventuellement envisager un troisième barrel, mais dans ce cas-là, peut-être que le second barrel était pas une bonne idée. Mais ici, 100 000 deep, je pense que son range est vraiment trop fort pour pouvoir faire un troisième barrel. Alors je vais comparer avec une autre main jouée dans la session Limpers. Alors c'est une main qui n'a pas encore été publiée parce qu'elle a eu lieu à la fin de la session. Mais j'avais donc 8-9 en main. Donc j'ai flopé une gut shot au flop et je décide de faire un continuation bet. Une fois que la dame arrive, je décide de faire un deuxième barrel. Alors le deuxième barrel est vraiment discutable, je pense. Mais vraiment c'est le genre de deuxième barrel où avec l'intention de toujours faire un troisième barrel. Alors l'idée c'est quoi? C'est que on a donc la dame de carreau qui va donner énormément de mains type paire plus paire plus gut shot, donc à Artarus ici. Donc ça peut être des mains type dame 10, valet 10, dame roi, etc. Valet roi. Ça peut être aussi une main type paire plus tirage de couleur, donc valet 8, valet 9 de carreau par exemple. Donc on a un range ici extrêmement concentré sur des mains qui sont pas donc en dessous de top pair. Donc on peut penser que la combinaison deuxième barrel plus troisième barrel est profitable, alors qu'évidemment deuxième barrel puis check est vraiment absolument horrible sur ce board. Et donc je pense que c'est assez close entre check, fold, turn et deuxième et troisième barrel, alors que faire un deuxième barrel suivi d'un check est vraiment horrible ici. Alors il s'avère que bon, le roi de carreau était pas forcément une bonne carte pour ma main, sachant que comme j'ai dit c'est justement
une carte qui va pas mal toucher son range, mais avec 8-9 en main, j'ai a priori le bas de mon range, et j'ai quand même décidé de bluffer la river. Donc, enfin, comme je l'ai dit, a priori je faisais un troisième barrel sur toutes les mains, même si c'est probablement l'une des pires cartes pour faire ce genre de troisième barrel. Donc il s'avère qu'il avait en fait As 4 ici, donc top pair au flop. Ce qui est aussi important quand on réfléchit en termes de range comme ça, c'est aussi l'aspect pré-flop. Donc ça rejoint un peu la considération du début. C'est-à-dire qu'il y a, dans certaines positions, il y aura beaucoup plus souvent des combinaisons type Broadway cards, donc qui vont donner gutshot plus pair, et moins souvent top pair. Alors que ici en big blind, défense de big blind, il y aura quand même pas mal d'as en main, donc ça rend un tout petit peu moins intéressant les deuxième et troisième barrels. Mais bon, je pense que c'est typiquement la main où faire un deuxième barrel suivi d'un check est vraiment stupide. Alors maintenant, je vais parler des donc ça c'est des ranges liés un peu à la théorie des jeux. Alors pour ceux qui ont aucune idée de ce qu'est la théorie des jeux, je pense que c'est pas complètement inutile d'avoir quelques bases. Alors on parle souvent de stratégie optimale. Alors on sait qu'il existe une stratégie optimale en heads up. Alors une stratégie optimale, c'est bon pour vraiment les théoriciens, c'est un équilibre de Nash. Et en heads up, si l'autre dévie de cet équilibre, il va perdre par rapport à la valeur du jeu. Donc si la valeur du jeu c'est 0 par exemple, ce qui est le cas en heads up lorsque le bouton change à chaque main. Donc s'il dévie de cette stratégie, il ne peut pas gagner contre l'adversaire qui a une stratégie optimale. Alors on finit là la parenthèse de théorie des jeux, mais je pense que la théorie des jeux ça a des applications directes sur le jeu quand on pense en termes de bas de son range et de haut de son range. Alors je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit quel est le bas ou le haut de son propre range et du range de l'adversaire. Alors ici j'ai une main qui a été à nouveau jouée dans la session Limpers, donc où je call UTG plus 1 et je call le flop et call le turn. Alors c'est un flop assez dry, donc évidemment j'aurais des slow play dans mon range. J'en aurais beaucoup moins si le flop était 6 de carreau, 9 de cœur, roi de carreau par exemple, parce que c'est un flop quand même beaucoup plus drawy, donc j'aurais plus de raisons de raiser le flop avec des brelans flopés. Mais essentiellement un brelan sur ce flop c'est 6 combinaisons, sachant que je vais pas très souvent slow payer paire de roi pré-flop. Rien que roi dame c'est 12 combinaisons, donc roi dame ça sera vraiment le haut de mon range en dehors des brelans, sachant que là encore je vais souvent relancer avec paire d'as et as roi. Donc on voit déjà que le roi dame c'est presque le haut de mon range, sachant que les brelans représentent assez peu de combinaisons. Ça serait encore plus le cas, comme j'ai dit, sur un 6 de carreau au flop.
Et bizarrement, si c'est le flop c'est 6 de carreau, 9 de cœur, roi de carreau, et qu'il y a un blanc au turn, c'est-à-dire genre un 2 de trèfle, et que la river c'est un 3 de carreau. Donc la river donne une possibilité de couleur. Le haut de mon range, ça va rester roi dame ici, parce que je suis pas censé sans une blind deep coller un deuxième barrel avec un tirage de couleur, sauf double float. Mais je pense que ça reste assez hypothétique. Donc on voit que quand la couleur touche, le haut de mon range reste roi dame, donc intrinsèquement la valeur de ma main diminue énormément. Et donc ça peut donner pas mal d'envie à mon adversaire s'il a conscience du haut de mon range de bluffer la river, sachant que la valeur intrinsèque de ma main aura beaucoup diminué. Alors ici sur cette main, donc au flop au haut de mon range, en gros c'est roi dame à part les brelans. Mais avec cette combinaison turn river, on voit que le haut de mon range a complètement changé. C'est-à-dire que je peux très bien avoir 9-10 de carreau, 9 valet de carreau au flop. Et évidemment, je suis un deuxième barrel avec le tirage de couleur plus ma paire. Je peux éventuellement avoir un 9 qui décide d'être assez tenace sur le second barrel. Donc sur cette river, on voit que le haut de mon range a quand même pas mal changé, et c'est je pense très important de toujours avoir à l'esprit quel est le haut du range le haut de son propre range, parce que c'est quelque chose auquel l'adversaire va peut-être réfléchir, et le haut du range de l'adversaire. Alors en théorie, il faut toujours bluffer le bas de notre range. Je pense que c'est absolument évident quand on y réfléchit. C'est-à-dire que si on ne fait que value BT dans certains spots, on devient complètement exploitable, et l'adversaire n'a aucune raison de suivre. Donc à la river, quitte à bluffer, il faut évidemment plutôt bluffer le bas de notre range qui n'a aucune showdown equity. Il n'y a aucune raison de bluffer des mains qui peuvent avoir de la showdown equity, sachant qu'on aura pas mal de bluffs avec le bas de notre range. Et si au contraire on a trop de bluffs évidemment dans notre range, ça devient exploitable par énormément de bluff catch de l'adversaire. Alors ici j'ai mis une main sur le slide qui avait été publié par Cyril Dunlimit sur un forum. Donc où il avait, je pense que c'était en gros 100 000 blind deep, où il avait 3 BT avec 7-5 suited au small blind face à une relance du cutoff. Et post-flop il a utilisé une ligne vraiment assez peu académique. Donc il a fait un 3 barrels où il restait je pense, ça devait être peut-être 150 big blind deep, mais il devait rester en gros la moitié du pot à la river, sachant que le turn n'est absolument pas une scare card. Donc c'est vraiment une ligne où on s'attend pas du tout à ce qu'il bluffe, mais en même temps une fois qu'il fait un deuxième barrel, je pense que le troisième barrel est automatique, sachant que ici on est vraiment dans le bas de son range. Je ne m'attends pas à ce qu'il free bet énormément de mains moins bien que 7-5 suited, en tout cas régulièrement. Je pense qu'il va pas systématiquement free better 7-5 suited. Donc même s'il peut aussi free better 5-4, et je pense que 7-5 c'est vraiment vers le bas de son range, et donc ça rend le bluff assez automatique à la river ici, même si c'est une ligne où on n'aura pas forcément envie de bluffer énormément.
Donc évidemment, quand on parle de bluff, du bas de son range, c'est forcément à la river. Ça n'a aucun sens de bluffer le bas de son range sur les streets précédentes, sachant qu'il y a il peut y avoir un aspect semi-bluff de la main. Alors ici, c'est un autre exemple où bon, avec des mises assez standards. Donc c'est une main créée de toutes pièces où je suis au big blind avec paire de 2 et je décide de suivre 2 barrels sur un board relativement inoffensif, pensant que l'adversaire 2 barrels énormément. Et donc la river me donne vraiment ce qu'on appelle le nut low. Donc j'ai absolument aucune charge d'equity. Et une fois que l'adversaire check la river, on peut penser qu'il va jamais folder. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il va toujours bluffer des mains type même 6-7, paire de 3, etc. Mais malgré tout, je pense que paire de 2 est tellement le bas de son range. Je pense que ça reste un bon candidat au bluff. Même si on ne bluffera que paire de 2 dans cette situation. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'un point de vue théorique, évidemment, plus on va faire de value bet sur certains boards, plus on aura envie d'élargir un peu le bluff, l'aspect bluff de notre range. Sauf si on a vraiment envie d'exploiter l'adversaire qui a certaines lacunes, c'est-à-dire évidemment si c'est une calling station, ce genre de joueur, on va évidemment ne faire que des value bets. Mais là vraiment je me place dans une situation face à un bon régular qui risque de nous exploiter si on a des ranges trop lisibles. Donc vraiment dans ce cas présent, je pense que bluffer reste assez automatique, même si après le check à la river, on peut penser qu'il va très rarement folder cette river. Alors je vais terminer par donc l'autre aspect lié un peu à la théorie des jeux, c'est-à-dire que folder le haut de son range à la river est a priori complètement exploitable. Ça paraît aussi évident, c'est-à-dire que une fois qu'on fold toutes ces mains possibles en gros, sauf vraiment main exceptionnelle, slow play, tricky, mais qui reste très rare, l'adversaire peut faire un bluff river avec tout son range, puisqu'on va quasiment tout le temps folder. Alors ici j'ai une main, je pense qui est super intéressante en fait. Alors je l'avais joué, c'est une vraie main que j'avais jouée il y a quelques temps en 5-10 contre un regular, mais malheureusement je l'ai pas sauvegardé, enfin mon tracker l'a pas récupéré, je sais pas pourquoi, mais de mémoire je l'ai reconstitué ici. Donc c'est un adversaire qui est gagnant en 5-10, mais bon, il a jamais vraiment c'est jamais vraiment installé en 10-20, donc j'ai pas la certitude que ce soit vraiment un très très bon joueur. Je pense que il reste quand même un peu trop straightforward, enfin un peu trop enfin un joueur pas vraiment excellent, avec un niveau de pensée assez standard. Donc quelques lacunes quand même qui l'empêchent de s'installer plus haut, même s'il est régulier depuis très longtemps en 5-10. Donc il a min raisé au bouton. Il adopte le min raise au bouton depuis un certain temps, et il a un range assez large d'ouverture au bouton. Et je défends avec 3-4 de cœur. Alors le flop c'est Dame 6-7 avec 2 piques, et donc l'action c'est check-check.
Le turn me donne, donc le 5 de carreau me donne une quinte, et je value bet ma quinte au turn, donc toujours des mises assez standards. Et la river, donc là où ça devient évidemment intéressant, c'est un 6 de cœur, où je continue à miser, une mise standard, environ 3 quarts du pot, 2 tiers du pot, et l'adversaire me relance, donc une relance pas énorme, un peu plus qu'une relance minimum. Alors, on était assez deep sur cette main, donc environ un peu plus de 200 big blind deep. Donc il y avait largement la possibilité de relancer à tapis avec de la fold equity. C'était pas vraiment une relance faible si je partais à tapis ici. Donc la question c'est est-ce que je dois relancer à tapis ici. Alors vraiment ça dépend du niveau de l'adversaire. Je pense que si par exemple j'avais un 6 ici, je relancerais à la fois pour valeur et pour induire un 3-bet à tapis de la part d'un fort joueur. Sachant que ici, le haut de mon range, en gros, c'est un 6. Je peux éventuellement avoir 5-6 que je décide de ne pas relancer au flop. Mais ça reste une partie minoritaire de son range. Et je pense que la majorité du haut de son range, ça sera un 6. Donc une main type 6-8, 6-9, As-6, Roi-6. Donc ce genre de main qui aura vraiment de la difficulté à suivre un push. Alors si j'étais un joueur, donc si j'avais donc en l'occurrence dans la main en question, j'ai simplement suivi la relance à la river. Il avait 6-8 offsuit, parce que j'ai vraiment pensé que c'était un joueur qui n'était pas capable de penser à un niveau supérieur, et que c'était plutôt un bon spot pour bluffer ici que pour value better sa quinte en sous-bettant la river. Alors si moi j'avais 6-8 dans ce spot face à un coach Limpers par exemple, et si le coach Limpers ne savait pas qui j'étais, je relancerais cette river avec l'intention d'induire un 3-bet, à la fois pour valeur éventuellement, mais surtout pour induire un 3-bet, sachant que je suis vraiment sur le haut de mon range, et comme le haut de mon range est quand même relativement faible pour supporter un 3-bet de l'adversaire, je pense que c'est un spot idéal pour relancer un petit peu pour valeur, mais surtout pour induire un 3-bet bluff. Et ici dans ce spot là, j'ai pensé que l'adversaire était pas suffisamment fort pour avoir relancé avec l'intention d'induire un bluff. C'est pour ça que j'ai décidé de pas shove. Mais c'était une décision assez intéressante. Donc on voit que tous ces concepts, surtout le concept de folder le haut de son range et d'induire des bluffs de la part de l'adversaire, ça dépend aussi du niveau de pensée qu'on a de l'adversaire. Et c'est pas forcément quelque chose de facile à détecter. Je pense que les joueurs, les régulars qui pensent en termes de range, qui réfléchissent au haut du range adversaire, qui réfléchissent au fait de ne pas être exploitable en foldant le haut de son range, qui veulent mettre un peu plus de slow play sur certains boards pour justement éviter de devoir trop folder vers le haut de son range. Je pense que ce genre de joueur est très rare en dessous de 10-20. Mais je pense que c'est le genre de concept intéressant à avoir en tête. Et au fur et à mesure qu'on monte de limite, je pense que ça devient de plus en plus pertinent.
Voilà, donc j'espère que bon, c'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'espère que ça va vous donner de quoi réfléchir dans le futur et peut-être vous aider à passer certains caps. N'hésitez pas à faire des feedbacks sur ce genre de vidéo. C'est ma première vidéo un peu théorique, donc j'attends vos remarques. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Je vais sans doute retourner vers du short handed dans les prochaines vidéos. Voilà, bye bye.